Salut tout le monde, bienvenue à l'émission Le Rapport Boivin, deuxième de la saison 2. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur TVC Basse-Lièvre et MaTV, sur le réseau MaTV. Vous le savez, je vous le répète, puis je vais vous le dire à chaque émission de toute façon. J'ai le droit, à l'âge que je suis rendue, de me répéter. On enregistre le jeudi après-midi, donc on se trouve à être le 28 septembre, jeudi le 28 septembre. Fait que ce qui se produit après, j'ai pas ce don à la Jojo Savard encore. Je travaille bien fort là-dessus, mais enfin bref. Il ne sait pas quelle semaine d'actualité. C'est toujours quelque chose qui fait friquer les gens qui commentent l'actualité, qui se passe rien. Mais je vous avoue que je suis gâtée depuis que je fais ça parce que mon dilemme et ma plus grande problématique, c'est de faire des choix éditoriaux, comme je les appelle, de quoi je parle. Alors, un petit peu pour parler un peu de ce coin de pays où j'enregistre, c'est-à-dire dans les studios de TVC Basse-Lièvre, à Buckingham. Il y a une nouvelle, moi, qui est venue me chercher. On a annoncé que c'était la mort du festival Buckingham en fête. Buckingham en fête, qui existait depuis déjà bien des années, qui avait acquis ses lettres de noblesse, qui étaient souvent même un incontournable pour certains chanteurs, chanteuses, avec quand même beaucoup de gabarit. Alors, il y en a eu des grandes vedettes qui ont passé à Buckingham en fête, fait que ça me fait toujours un petit peu mal de voir un petit pincement au cœur de voir quelque chose comme ça, surtout dans un coin où l'offre de services en matière culturelle est peut-être pas aussi grand, par exemple, que dans le centre-ville de la grande ville de Gatineau. Mais j'ai confiance, il y a tellement de gens, c'est une communauté tellement active par ici qu'il va sûrement y avoir plein d'autres activités qui seront compensées. Mais ça va faire bizarre. Déjà que ça faisait bizarre de déplacer l'activité qui initialement était dans le courant de l'été et l'année passée, je crois que ça avait été au mois d'octobre, ça n'a peut-être pas aidé non plus parce que la pluie avait gâché un peu le plaisir d'aller entendre les Stéphanie Saint-Jean et Kevin Bazinet de La Voix, Stéphanie Saint-Jean qui est du coin. Quand la mauvaise température s'y met, le Festival des Montgolfières, là, il sait ce que c'est, hein? Alors, quand tu n'as pas de la belle température, ça crée des déficits, les gens sortent moins. Enfin bref, ça sera à suivre, voir ce qui pourrait remplacer, quelle forme, etc. Maintenant, vous avez été presque gâtés, c'est en campagne électorale municipale, donc on fait toutes sortes de promesses à droite et à gauche. Et cette semaine, on a eu droit à une visite du maire actuel de Gatineau, accompagné de ses deux candidats du coin dans l'Est, c'est-à-dire Monsieur, je crois, Bergeron et Monsieur Martin Lajeunesse, qui est le conseiller actuel du district de Buckingham. Monsieur Bergeron qui se présente pour Action Gatineau dans le district de Masson-Angers, alors qui accompagnait M. le maire pour faire état de leur priorité en matière de transport. Donc, ce qu'on disait, c'est qu'il faut essayer de mieux arrimer. Ceux qui m'écoutaient, là, en ce moment, qui provenaient de ce coin-ci, de l'Est, c'est-à-dire Masson-Angers, Buckingham, vous devez dire, puis même l'Ange Gardien, jusqu'à un certain point, vous devez dire, « Eh oui, ces promesses-là, on les entend à chaque fois qu'il y a une campagne électorale. » Tout le monde le sait, on le sait depuis l'avenue du Rapibus, que le parent pauvre, c'est pas nécessairement dans l'ouest. J'ai l'impression que dans l'ouest de la ville, dans le coin d'Elmer, et ça va se développer plus vite que dans l'est. Je vous le souhaite, je le souhaite pas, là. J'espère que vous mettiez assez de pression sur vos candidats aux élections pour que ces gens-là comprennent qu'au-delà d'une conférence de presse, il faudrait voir de l'action à ce niveau-là. Mais tous les candidats semblent s'entendre pour dire que c'est vraiment une des priorités des principales priorités dans votre coin de pays. Il faut vraiment améliorer l'offre de transport en commun, rendre ça plus rapide, arrimer ça avec les horaires du public qui l'utilise, ou même de l'améliorer, de faire en sorte qu'il y en ait d'autres du public qui se joignent à cette belle chose qui est le transport en commun. Il y a eu le lancement de la campagne électorale du jeune Edmond Leclerc. Je dis le jeune, puis je le dis pas de façon péjorative, 18 ans. Ça
ça m'impressionne, ça me fascine de voir un jeune qui a à cœur sa communauté, qui veut offrir ses services dans le public pour le district de Buckingham. J'ai vu en m'en venant ici au studio en ce beau jeudi après-midi, où il fait plus 30, mais il fait comme 13 degrés, ça fait du bien. J'ai pu voir quelques pancartes et de Martin La Jeunesse et d'Edmond Leclerc qui a trois enjeux principaux, si j'ai bien saisi sa conférence de presse. Le transport en commun, comme tous les autres, le développement économique de Buckingham et le développement de la culture, de l'offre de la culture, loisirs et des sports. Fait que c'est toujours un peu la même chose pour tout le monde. Des fois, c'est dans les détails. Des fois, c'est même pas dans les détails. Des fois, les gens s'entendent sur les enjeux, s'entendent sur ce qui doit être fait. Et après ça, ça vous appartient, mesdames et messieurs qui m'écoutez, de faire un choix. Quelle personne vous croyez la plus apte pour réussir à concrétiser ces belles promesses? Alors, on a eu droit à ces belles promesses, mais on en a eu à l'échelle plus de la mairie aussi. Parce qu'il y était un temps où je me disais, ça va être une campagne excitante avec les différents 5 candidats à la mairie. Ça va bouger, il va y avoir de l'action, on va se scraper le chignon, on va se lancer quelques petites boîtées de boîtes, excusez, quelques petites boîtées. Et finalement, c'était assez calme. Action Gatineau est parti sur le chapeau des roues, a continué dans la deuxième semaine, puis depuis ce temps-là, il ne se passe pas grand-chose. Mais finalement, Sylvie Gonneau est sortie un peu de l'ombre, malgré que ça fait 1 an qu'on le sait qu'elle se présente à la mairie, et elle a commencé sa semaine avec des choses pas faciles à vivre. Elle a eu, parce qu'elle a été sinistrée, Sylvie Gonneau, et elle a vu sa maison se faire démolir cette semaine. Je sympathise avec elle. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous qui êtes dans la même situation, qui sont encore dans l'attente de la suite à apporter à votre dossier d'inondation, à votre dossier d'inondé. Mais Sylvie, elle, a vu sa maison se faire démolir cette semaine. Ça a dû être extrêmement difficile. Et on sympathise beaucoup, puis on lui envoie des bonnes ondes d'énergie. Et ceci étant, le lendemain, elle avait convoqué la presse pour faire état de ces quatre orientations, ces 4 thèmes de campagne, si on veut. La question des taxes, des infrastructures, la question des services aux citoyens et la question de faciliter la vie des entrepreneurs. Encore une fois, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent pour tous et chacun. C'est dans les modalités que ça peut différer. Au niveau des taxes, Sylvie Gonneau laisse sous-entendre. Il y en a qui disent pas très clair. Je pense que c'est quand même assez clair. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a l'intention, elle, que la hausse des taxes ne soit pas plus grosse que la hausse du coût de la vie. Du taux du coût de la vie. Et présentement, on parle de peut-être 1,4 %. Alors, la seule chose que j'ai un petit peu contre cette chose-là, puis on le sait qu'avec la Banque du Canada, on sait qu'avec les rapports économiques, on nous dit qu'on est sur une montée inflationniste, ce qui veut dire que c'est peut-être beau pour la première année, ça sera quoi la deuxième année, troisième année, quatrième année? Ça laisse un petit peu de points d'interrogation. Alors, j'haïs ça, moi, qu'on me fixe, ça va être tel pourcentage. J'aime mieux qu'on me dise ça sera pas plus que tant, puis qu'on fasse des gros efforts. Si on n'a pas besoin de tout dépenser, bien, d'en dépenser un petit peu moins. Mais ça, c'est libre à chacun. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle va être capable, y compris avec le fameux 1 % additionnel que j'appelle la taxe Denis Tassé, parce que c'était son comité qui avait dit nos infrastructures, puis je suis pas nécessairement contre. Peut-être contre le fait de dire qu'on met une taxe en particulier, mais certainement pour le fait qu'il faut qu'on s'occupe de nos infrastructures ici dans nos municipalités, parce que à un moment donné, si ton réseau d'aqueduc fait capote, c'est bien du monde qui n'auront plus d'eau potable. Si tes ponts, tes routes s'écroulent parce qu'ils sont trop vieilles, sont trop maganés, tu as un problème en quelque part. Alors, c'est sage de commencer à s'occuper, puis pas attendre quand tout s'écroule, puis de voir comme
comme le Concorde à Montréal qui s'est écroulé et ça a causé d'énormes dommages et ça peut être extrêmement grave. Alors, c'est bon de mettre de l'argent de côté, mais le danger avec les politiciens, parfois, c'est quand ils vont chercher un montant global et fixe, peu importe qu'ils dépensent l'argent alors qu'on sait qu'ils n'ont pas nécessairement mis tous les budgets qui étaient afférents au pourcentage de taxes en matière d'infrastructure parce que l'administration n'arrive pas à pédaler aussi vite que les décisions municipales, imaginez. On paye ça pourquoi exactement? Enfin bref, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'à l'intérieur de son 1,4, donc 1% irait le montant nécessaire pour les infrastructures. Elle va trouver son argent où pour le reste? Elle nous parle d'attrition, beaucoup de postes, beaucoup de gens qui sont à l'âge de pouvoir prendre leur retraite. Mais j'espère que c'était fait, cette annonce-là et cette promesse-là, suite à des analyses un petit peu plus profondes que juste dire ça comme ça, parce que les gens partiront peut-être pas à la retraite. Si on veut les forcer à la retraite, rappelez-vous du beau scénario des infirmières. Beaucoup de gens avaient pris le cash-out que Pauline Marois, qui était ministre de la Santé à l'époque, avait offert aux infirmières. Puis il y a eu plus d'infirmières qui avaient quitté le réseau et ça a créé des problèmes, ça, dans le réseau de la santé pendant des décennies par la suite, avant qu'on en reforme de nouvelles. Alors, une institution, une organisation aussi grosse qu'une ville, comme la ville de Gatineau, qui perdrait 1 tonne de personnes d'une shot, la relève institutionnelle, on la prend où? Es-tu formé? Y a-t-il assez de monde? En tout cas, moi, ça m'apporte bien des questions. Elle a aussi prôné, aujourd'hui, en m'en venant à la station, je l'entendais parler d'une sortie sur la rue Georges, en direction du centre-ville de la ville de Gatineau. C'est une de ses propositions. Et elle prône, et je suis contente de l'entendre, enfin, quelqu'un qui en parle, parce qu'on dirait que c'est tombé dans l'oubli après qu'on a eu le nouveau député de Gatineau qui nous a dit qu'il serait le champion du pont dans l'Est. On n'en entend plus parler, puis ça a l'air qu'ils sont bien contents du côté du Parlement fédéral de ne plus en parler. Mais Sylvie Gonneau ramène ça sur le tapis. Elle sait qu'on a besoin d'un pont directement dans l'Est pour traverser de l'autre côté. Ça doit faire partie de l'offre globale en transport. Alors, il se passe des choses au niveau de la campagne électorale, peut-être pas autant qu'on s'y attendait, mais enfin, pendant ce temps-là, il y a un beau congrès qui se déroule à Québec avec la Fédération québécoise des municipalités. Puis je voulais juste vous dire ça avant la pause, c'est de vous dire comment je suis tombée à la renverse quand j'ai su que... Parce que quand ils vont à ces congrès-là, il y a toujours une foule de cours qui sont offerts aux élus dans le merveilleux monde des municipalités. Ici, on parle des petites municipalités, moins de 5000 habitants. Et il y a 2 cours qui ont dû être annulés. Le premier, c'était celui sur le comportement éthique des élus. Vous allez me dire de nos jours, là, avec tout ce qui se passe, il me semble que c'est un cours important, c'est celui-là. Il y en a qui disent... Ben ouais, mais ils l'ont déjà tout suivi. Mais des fois, c'est important de se rafraîchir la mémoire sur les concepts. Qu'est-ce qui est éthique, ce qui ne l'est pas. Et l'autre, c'est savoir parler en public à un atelier pratique. Et mon Dieu, à écouter certaines entrevues, parfois à la radio, à la télé. Je m'excuse pour tous les élus, là, mais je pense que tout le monde aurait intérêt à aller prendre un petit cours là-dessus. Ça ferait pas de tard. Une pause, on revient. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. Tu correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français. Et il s'en est aussi passé des choses sur la scène de l'actualité, mais à l'extérieur de notre petit coin de pays.
Cette semaine, grosse nouvelle à l'international. Imaginez, le dernier pays qui refusait encore le droit de conduire aux femmes. Ce fameux pays de l'Arabie saoudite, grand partenaire économique des Américains, de nous autres au Canada. C'est là qu'on a envoyé un paquet de chars d'assaut en passant pour que ce pays-là puisse tirer allègrement sur sa population. J'en reviens toujours pas. Mais là, enfin, l'Arabie saoudite va offrir les permis. Les permis seront autorisés, les permis de conduire aux femmes au volant. Imaginez, hey, en 2017, j'ai presque envie de tomber en bas de ma chaise. Ça va être effectif en date du 1er juin 2018. C'est le roi Salman qui a enfin changé d'idée, là. Probablement que la pression publique à travers... tu sais, c'est l'avantage des réseaux sociaux. Parfois, il y a des campagnes qui se commencent. Des fois, on se demande pourquoi on fait certaines choses, ça vaut-tu la peine? On ne gagne pas dans tous les dossiers dans lesquels on s'implique, mais il y en a de ces dossiers qui, à un moment donné, il y a un déclic quand nos politiciens s'en mêlent et de concert avec les populations nous écoutent, puis qui mettent le poids du politique à l'intérieur de ça et pas du chantage, mais des pressions économiques, politiques, ça peut faire une différence. Alors, bravo, merci l'Arabie saoudite de vous mettre à la mode du jour, puis de réaliser que les femmes, même si c'est pour des raisons qui sont plus ou moins valables, parce que les hommes n'ont plus le temps d'aller conduire leurs femmes à droite et à gauche parce qu'ils sont en plein boom économique. Peu importe la raison, au moins ça se fait puis ça avancera. Grosse nouvelle au Québec, je vais vous dire, de presque dernière heure, dans les dernières journées avant d'arriver ici pour l'enregistrement ce beau jeudi après-midi. Métro, la belle chaîne Métro, qui... achèterait la chaîne des pharmacies Jean Coutu. Deux marques de commerce très typiquement québécoises qui seraient unies les unes l'une avec l'autre. Ça risque de rendre ça extrêmement intéressant. Métro n'avait pas le choix. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, Métro n'avait pas nécessairement le choix dans le monde économique dans lequel on vit. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je suis toujours un peu inquiète quand je vois des grosses, super, puis c'est encore pas aussi gros que Sobeys, par exemple, avec d'autres, avec Pharmaprix et autres. Il y a des grosses multinationales qui sont en train de se créer, qui vont faire en sorte que, oui, peut-être que ça leur donne un meilleur pouvoir d'achat, mais ça leur donne aussi des clients captifs qui ont de moins en moins de choix. On le voit au niveau de l'aviation, on le voit dans l'offre de services, comment, faites juste regarder, prenez l'avion pour vous en aller à Québec, prenez l'avion pour aller en France, c'est quasiment le même coût. Alors, il y a du bon et du moins bon, mais disons que Métro n'avait pas le choix. Ça faisait des années qu'ils s'essayaient de trouver quelque chose avec lequel ils auraient des affinités. Et je pense que le groupe des pharmacies Jean Coutu, la famille Jean Coutu, père et fils, avaient perdu un peu de leur feu sacré, de leur passion pour le domaine avec les batailles qu'ils ont eues avec le ministre Barrette, même si le ministre Barrette dit que c'est une décision à 100% économique. Il y a un petit peu d'écœurite aussi qui fait en sorte que c'est moins intéressant d'être pharmacien par les temps qui courent avec certaines des négociations qui ont eu lieu avec le gouvernement. Alors, ça sera à suivre. C'est pas complété, c'est pas finalisé, mais une très, très, très grosse transaction. Et la nouvelle de la semaine, et ça fait mal, c'est, parce qu'on a souvent parlé des déclarations de guerre de Donald Trump avec la Corée du Nord, j'y reviendrai, mais là, on a eu le droit à une déclaration de guerre économique, alors que Bombardier s'est fait forcer des droits compensatoires de, écoutez ça, 220 220 pour ses avions de la C-Série, qui savent très bien, et c'est le département d'État au niveau de l'économie américaine qui a imposé ce droit compensatoire. Ce n'est pas une décision de tribunal, une décision de cour, ce qui veut dire qu'il va falloir que le Canada s'inscrive en appel, si on veut, de cette décision du département du commerce américain, faire en sorte que ça soit entendu par les tribunaux qui s'occupe de ces conflits commerciaux à l'international, ça prend du temps. Faites juste penser à la question du bois d'œuvre qui a duré sur des années et des années et des années. Pendant ce temps-là, les compagnies qui sont visées par ces droits compensatoires souffrent parce que s'il y a un avion qui entre
aux États-Unis, il va falloir que Bombardier paie ce fameux 220 % de droits compensatoires. Fait que s'il vend son avion 20 millions, c'est les chiffres un peu qui circulaient cette semaine, ça veut dire que ça y en coûte 60 millions en droits compensatoires. C'est fou raide. Ça, c'est une façon d'essayer de tuer la compétition, alors que, et on sait que c'est Boeing, qui est une compagnie américaine qui est en arrière de tout ça, qui se plaignait que Bombardier recevait des subventions. Oui, Bombardier reçoit peut-être des subventions. Je ne veux même pas jouer le jeu de la nomenclature, mais Boeing en reçoit encore un rythme encore plus effréné, plus gros encore que Bombardier de la part des Américains. Alors, il y a quelque chose d'indécent, mais c'est ça, faire du commerce avec les Américains. Quand tu fais du commerce avec des plus gros pays que toi, bien, ces gens-là ont des gros sabots, puis s'ils veulent te mettre la tête à terre, le genou à terre, parce qu'on va parler de genou tantôt, bien, c'est ça que ça donne. Alors, j'ai confiance que le Canada va gagner dans sa plainte devant le comité chargé d'entendre, et ça, c'est beaucoup plus juridique. Mais entre-temps, ça augure pas bien pour Bombardier, ça dévalue son action, ça met à risque des emplois, des milliers d'emplois, mais pas juste au Canada, en Irlande. L'Angleterre s'est plaint de ça à cause de l'Irlande, parce qu'il y a des parties de l'appareil de la C-Série qui sont faits en Irlande, parce que, bon, il y a toutes sortes de traités économiques qui existent. Comme on a des gens de Boeing qui travaillent ici au Canada, je pense dans le coin du Manitoba, à Winnipeg. Alors, je ne sais pas s'ils réalisent combien c'est dangereux, ce genre d'attitude. Mais ça, c'est tellement administration Trump que ça me fait mal au cœur. Ce qui m'inquiète, par ailleurs, c'est la réaction de nos dirigeants. Pas du côté de Québec. Mercredi, le premier ministre Philippe Couillard, et je l'en félicite. Je félicite pas souvent les premiers ministres, mais je dois avouer que j'étais tellement fière de l'entendre en conférence de presse. Il n'a pas mâché ses mots, il nous a regardé directement. En fait, il regardait directement les Américains. Il a dit que c'est une déclaration de guerre contre le Québec, clairement contre une compagnie, un aspect important de l'industrie québécoise. Et c'est quelque chose qu'on ne tolérera pas et qu'il n'y aura pas un seul boulon qui sera acheté qui proviendra de Boeing. Il faut répondre de façon à ce que ces gens-là, du côté américain, réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls dans le monde. Puis qu'il y a peut-être des industries dans lesquelles ils sont premiers ou ils aimeraient être premiers, mais il y en a d'autres où ils n'ont rien et ils ont besoin de nous. Alors, dans ce contexte-là, il faut peut-être falloir qu'on apprenne à jouer un petit peu mieux l'art de négocier. Et du guidounage à la Freeland et à la Justin Trudeau qui répond « Ah, on va toujours travailler pour les emplois canadiens ». Bien, ça veut aussi bien dire l'emploi qui touche Boeing, qui est à Winnipeg. Ça ne veut pas dire qu'on va s'assurer que Bombardier soit traité avec fair play, parce qu'il n'y a aucune justice dans cette façon de faire-là. Alors, j'ai trouvé la réplique du premier ministre canadien pathétique. C'est-tu assez clair, ça? Ça faisait petit enfant d'école qui a peur de déplaire à Donald. Il est temps on porte nos culottes puis qu'on dise « assez, c'est assez ». De toute façon, là, quand bien même qu'on essaye d'y faire des pirouettes pour essayer d'être de son bon côté, il va faire à sa tête de toute façon. Alors, aussi bien avoir l'air de t'occuper de ton monde, mon Justin, parce que autrement, là, vous allez perdre sur tous les tableaux. On va perdre dans le dossier de Bombardier à court et probablement à moyen terme, parce que ça va prendre du temps avant que ce soit entendu, en vertu du chapitre 11, ou je ne sais pas trop quel chapitre, là, quand tu contestes une décision de cette nature, qui est prise par un État membre parti à un traité et qui n'agit pas correctement au niveau économique avec toi. C'est ce que les Américains font présentement. Et la réplique fait dur de nos gens à ce niveau-là. Alors, ça a fait mal et ça sera certainement à suivre dans les prochaines semaines, mais j'espère que le gouvernement canadien va se réveiller. Je comprends qu'ils sont en renégociation du traité de libre-échange, mais réveillez-vous, vous allez planter sur tout. Première chose qu'on va savoir, c'est que l'offre et la demande, la gestion de l'offre, oubliez ça, on va avoir fait des concessions, puis ils vont dire non, on l'a protégé, mais ils vont donner des pourcentages aux Américains. Mais à vous dire, bientôt, là, on serait peut-être mieux d'être Américain.
Parlant de guerre, là, c'était une guerre économique. Évidemment, la dernière semaine a été très fertile pour Donald Trump. Autre ces histoires avec Kim Jong-un qui n'ont pas arrêté. Ça a commencé pendant le dernier week-end où on se parlait de « Ah, c'est une déclaration de guerre. Les propos que tu as tenus à l'égard de notre président Kim Jong-un, ça équivaut, tu parlais d'annihilation, que vous étiez pour détruire le pays, puis il ne serait pas là longtemps, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre. » Les Américains qui disaient « Ben voyons donc, on n'a pas fait de déclaration de guerre. » Et ça s'est crépé le chignon de même de part et d'autre. Si vous remarquez, là, il est occupé avec d'autres histoires, Donald Trump, fait qu'on parle un petit peu moins de ça, puis n'oubliez pas qu'il y avait une grosse conférence à l'ONU. Alors, tu sais, des fois, là, il y a des grandes déclarations comme ça qui se font. Pourquoi? Parce qu'il y a des réunions qui se déroulent à un moment ou à un endroit X. Puis après ça, c'est comme si ça tombait dans l'oubli. On parle d'un mur entre les États-Unis puis le Mexique quand il y a une rencontre entre le président Trump et le président mexicain. Après ça, ça retombe dans l'oubli, puis même qu'il y écrit « Hey, on n'en parlera plus trop, là, puis je te demanderai pas de le payer. » Ça vous donne une idée là, qu'il y a beaucoup de bullshit, excusez l'expression, là, mais c'est ça, malheureusement, la politique. Mais ça fait peur au monde parce qu'on ne sait jamais que deux malades à la tête, un qui pèse sur le piton trop vite parce qu'il a mal compris quelque chose. Mais là, Donald Trump, il a décidé, lui, c'était pas assez de s'en prendre à la Corée du Nord. Et moi, je vais m'en prendre aux athlètes américains. Alors là, il a fait une sortie. Il était parce qu'il y avait une élection en Alabama pour choisir qui serait le représentant républicain au mois de décembre lors de l'élection en Alabama d'un nouveau représentant contre le démocrate. Et Donald Trump avait mis toute la force de son pouvoir contre un dénommé Luther Strange, contre le candidat Roy Moore, qui est un juge et un espèce de fou furieux de la droite extrême, je peux vous dire. L'ancien directeur de cabinet et de campagne de Donald Trump, Steve Bannon, était derrière le candidat Moore. Et Donald Trump, lui, était très fort sur Twitter avec le candidat Luther Strange. Alors, il est en Alabama, il va vanter son candidat long comme le bras. Et il décide d'attaquer les athlètes de la Ligue nationale de football qui se mettent à genoux pendant l'hymne national américaine pour la simple et bonne raison que c'est une forme de protestation sur la façon que certains Noirs sont traités par la police. Le fameux mouvement Black Lives Matter. Et là, Donald Trump les a attaqués, a dit que c'était des traîtres à la nation, des enfants de chienne, excusez l'expression, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les mots que le président américain a pris. Et là, il y a un mouvement qui a pris une ampleur incroyable, des équipes qui sont très réputées républicaines, qui ont suivi les joueurs noirs, qui ont fait pareil. En tout cas, Donald, il y en a beurré épais cette semaine. Françoise Boirin ne dit plus rien. À la semaine prochaine.